Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ne compte pas démissionner. C'est ce qui a été affirmé ce week-end par son porte-parole. Le chef de l'État est mis en cause par un rapport parlementaire qui établit qu'il aurait commis des actes contraires à la loi dans le scandale de Fala Fala. L'Afrique du Nord, région la plus avancée en matière de développement industriel sur le continent, c'est ce qui ressort du rapport Indice 2022 de l'industrialisation en Afrique, publié par la Banque africaine de développement. Et le GICAM, le groupe interpatronal du Cameroun, a lancé la charte de partenariat entre les grandes entreprises et les PME, un document qui détaille les droits et les obligations des deux catégories d'acteurs économiques, et ce afin d'améliorer les relations d'affaires. Mais tout d'abord au Soudan, premier accord entre militaires et civils après plusieurs mois de négociations. Ce compromis signé ce lundi 5 décembre en présence de représentants de l'Union africaine et des Nations unies vise à mettre fin à la crise politique qui secoue le pays depuis la prise de pouvoir du général Abdel Fattah al-Burhan le 25 octobre 2021. Le texte prévoit notamment une transition de 2 ans qui sera supervisée par un Premier ministre civil désigné par les groupes civils signataires de l'accord. Dans l'actualité également, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest réunis ce dimanche à Abuja au Nigeria ont décidé de créer une force régionale face au djihadisme. Les modalités d'établissement de cette force seront déterminées au mois de janvier par les responsables militaires de la région. Par ailleurs, les chefs d'État de la CEDEAO ont lancé un ultimatum au Mali. Ils demandent à Bamako de libérer 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier, soldats qui, on le rappelle, sont prisonniers depuis le mois de juillet dernier. En Afrique du Sud, l'avenir politique du président Cyril Ramaphosa en question. Le chef de l'État est accusé de corruption dans le scandale dit de Fala Fala. Mercredi dernier, un rapport parlementaire est venu établir des faits contraires à la loi qui auraient été commis par le président. Des révélations qui pourraient faire l'objet d'une procédure de destitution. Mais Cyril Ramaphosa ne compte pas démissionner. Marie Rafalantolo et Eugène Schema. Mettant en avant le soutien de ses alliés, le président Cyril Ramaphosa est décidé à poursuivre ses missions à la tête de l'Afrique du Sud malgré les pressions dans l'affaire de la ferme Fala Fala. Son porte-parole Vincent Magwenya a confié aux journalistes le samedi 3 décembre qu'il ne démissionnera pas et qu'il contestera le rapport produit le 30 novembre par une commission indépendante du Parlement qui recommande l'ouverture d'une procédure de destitution. Oui, le scandale aujourd'hui à la tête de l'État sud-africain est peut-être pas étonnant. Il s'inscrit dans la lignée finalement de toutes les allégations de corruption de certains membres de ce grand parti au pouvoir qui est l'ANC, qui est le parti de Nelson Mandela. Le fait que Cyril Ramaphosa refuse de démissionner n'est pas étonnant, mais pose des questions importantes sur sa réélection, mais sur aussi le fait que ce parti n'a pas pu se renouveler ou alors n'a pas pu se défaire de toutes les velléités de corruption et tous les scandales qui ont suivi finalement la disparition de la toute première génération, donc les Walter Sisulu, les Nelson Mandela, les Joe Slovo. Une réunion du comité exécutif national du Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, est prévue lundi 5 décembre pour décider du sort du président sud-africain. Le président Ramaphosa est dans des turbulences depuis la plainte pour enlèvement et corruption émise en juin par l'ancien chef des renseignements sud-africains Arthur Fraser. Ce dernier avait révélé un cambriolage survenu en 2020 dans l'une des propriétés du chef de l'État, au cours duquel il avait été dérobé au moins 4 millions de dollars en devises. Le président Cyril Ramaphosa conteste ces éléments, assure que le chiffre est inférieur à ce montant et qu'il représente par ailleurs le produit de la vente de bétail. Ici, il ne s'agit même pas d'amélioration d'image de l'ANC, il s'agit vraiment d'une gueule de bois post-révolutionnaire où nous avons un parti historique, un parti dont les membres, pendant la lutte contre l'apartheid, ont donné leur vie, ont donné le temps de leur vie, ont fait de la prison, de la torture, où les gens sont morts en manifestant pour que la liberté puisse arriver. Il s'agit maintenant de savoir si le parti a des ressources internes qui peuvent lui permettre de faire gagner le camp de la bonne gouvernance.
Le président Cyril Ramaphosa se défend pour éviter le sort de son prédécesseur. Le dirigeant était en effet arrivé à la tête de l'Afrique du Sud en 2018, succédant à Jacob Zuma qui avait été contraint à la démission par l'ANC, englué dans des accusations de corruption. Élu en mai 2019 pour un mandat de 5 ans, Cyril Ramaphosa a d'ores et déjà annoncé qu'il présentera sa candidature pour garder ses fonctions de président de l'ANC. Économie à présent et le rapport Indice 2022 de l'industrialisation en Afrique, publié par la Banque africaine de développement. Les progrès de 52 pays du continent ont été évalués en matière de développement industriel. Et ce qui ressort, c'est que l'Afrique du Nord fait figure de région la plus avancée, grâce notamment aux performances de l'Égypte, du Maroc et de la Tunisie. Séverin Douque. L'économie nord-africaine demeure l'une des plus dynamiques du continent, du fait en partie de son niveau d'industrialisation. Selon le nouveau rapport publié par la Banque africaine de développement, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel sur l'indice 2022 de l'industrialisation en Afrique, le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et Maurice figurent dans le top 5 des pays à forte industrialisation. L'industrialisation de l'Afrique du Nord, comme d'autres parties du continent, est très importante. Elle fait partie de la transformation des structures et du développement. Les autres pays, comme le Maroc, la Tunisie et l'Égypte, ont fait des progrès significatifs. Le Maroc et l'Égypte ont l'ambition d'être les premiers producteurs de véhicules électriques sur le continent. Le Maroc est déjà l'un des principaux producteurs de voitures en partance de l'Afrique. Malgré l'impact de la crise de Covid-19 qui a secoué et ralenti les économies des pays de la région, comme celle de l'Algérie, dont le PIB avait chuté de moins 4,7% en 2020, les pays de la région nord-africaine maintiennent le cap de l'industrialisation comme moteur de développement économique et un important moyen de lutte contre le chômage. Pour en revenir à l'industrialisation, nous pouvons également dire qu'il ne s'agit pas seulement de la vision traditionnelle de l'industrie manufacturière ou même de micro-industrie de nos jours. Et notre bureau a rédigé un rapport important sur l'industrie sans enjeu d'émissions de CO2. Le principal à l'intérieur, les services financiers, les services immobiliers, l'informatique, donc les services à haute qualification. Ces emplois ont des caractéristiques similaires à celles des emplois manufacturiers, c'est-à-dire qu'ils développent des compétences élevées, ils sont productifs, ils sont stables. Donc, ce sont aussi les emplois que nous aspirons pour les populations de nos pays. Le rapport sur l'indice de l'industrialisation en Afrique fournit une évaluation à l'échelle nationale des progrès réalisés par 52 pays africains sur la base de 19 indicateurs clés, lesquels incluent les performances manufacturières, le capital, la main-d'œuvre, l'environnement des affaires, les infrastructures et la stabilité macroéconomique. Améliorer les relations d'affaires entre les grandes entreprises et les PME, c'est l'objectif de la charte de partenariat lancée par le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Le document prévoit des droits et obligations que s'engagent à respecter les deux catégories d'acteurs économiques, comme par exemple le recours à l'arbitrage en cas de litige. Les détails de cette charte avec Marie-Rafalantolo. Le groupement interpatronal du Cameroun a officiellement lancé le 30 novembre 2022 la charte de partenariat entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ce document qui détaille les droits et obligations des deux types d'acteurs vise à améliorer leurs relations d'affaires et faciliter leur rapprochement. Le quotidien des entreprises ne s'est pas amélioré, loin de là. Il s'est même détérioré pour un grand nombre d'entre elles. En plus du resserrement de la demande et donc des carnets de commandes de plus en plus maigres, les entreprises ont dû composer avec l'accumulation des retards de paiement, la multiplication des tracasseries administratives, fiscales et douanières. Dans le cadre de cette charte de partenariat, les grandes entreprises devront recourir à l'arbitrage en cas de litige avec les petites et moyennes entreprises. Elles veilleront également à promouvoir l'innovation au sein des PME et à réduire leur risque de dépendance vis-à-vis d'elles. Du côté des PME, elles devront s'atteler à respecter toutes les obligations légales ou encore rembourser dans les délais les emprunts effectués auprès des établissements de crédit avec l'aval des grandes entreprises partenaires. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due,
comme l'amélioration de l'accès au crédit bancaire. Selon le GICAM, le grand défi dans la mise en œuvre de cette charte réside dans la capacité des parties à la respecter en l'absence des mesures contraignantes. Notons que les affaires entre grandes entreprises et PME au Cameroun sont généralement fragilisées par le non-paiement dans les délais des factures des prestations effectuées par les PME en faveur des grandes entreprises. Et le lancement à Madagascar des travaux de la première autoroute de la Grande Île, des travaux estimés à 924 millions de dollars et qui devraient durer 4 ans. La première section de l'ouvrage pourrait être livrée fin 2023. Cette autoroute devra à terme permettre de désengorger la route nationale numéro 2 sur laquelle le trafic pourrait être multiplié par 5 les prochaines années. Joël Ballot. En 2026, l'État insulaire du Madagascar sera doté de sa première autoroute selon le gouvernement. Pour joindre la parole à l'acte, les autorités routières malgaches ont effectué le 3 décembre 2022 la pose de la première pierre dans la commune de Talata, Volonondri. Longue de 260 km, cette autoroute financée par le gouvernement malgache et des bailleurs de fonds à hauteur de 924 millions de dollars va relier la capitale Antananarivo à Toamasina. Cette autoroute est la preuve tangible de la détermination de l'État Malagasy à remonter sa vitesse d'action pour rattraper notre retard de développement et amener Madagascar dans la direction de l'émergence. Cette première autoroute sera un catalyseur de développement économique sans précédent, non seulement pour les régions qu'elle va parcourir, à savoir la région Aluatra, Mangoro et Atinanana, mais aussi pour le pays tout entier. Cette première autoroute malgache comprendra 4 intersections de voies avec un échangeur à Antananarivo, un échangeur à l'intersection de la route nationale numéro 4, un échangeur à Brickaville, Toamasina, 4 bretelles reliant Ambatondrazaka et 2 autres vers Brickaville. Elle permettra de désengorger la route nationale numéro 2 où en moyenne 1200 véhicules circulent au quotidien. Dès lors que ce projet verra le jour en 2026, cela aura un impact fort en termes d'image, en termes de communication, mais également en termes de politique forte sur le plan économique avec une création d'emplois importante. Puis cela va aussi développer le tourisme à Tamatave, puisque c'est une ville qui est très appréciée à Madagascar. Cela laisse aussi entrevoir maintenant une continuité de l'État et des grands projets présidentiels indépendamment des hommes. L'impact direct de la nouvelle route sera bénéfique à l'activité économique, notamment dans les secteurs manufacturiers et industriels, et des milliers d'emplois de services vont être créés. Du sport et le gouvernement congolais qui annonce la création des Jeux de la République démocratique du Congo. Selon les autorités sportives du pays, ces Jeux prévus au premier semestre 2023 doivent permettre de découvrir et sélectionner les futurs talents sportifs nationaux. Paul-Marcel Mayagui. Pour promouvoir le sport en République démocratique du Congo, les autorités congolaises annoncent la création des Jeux de la RDC. Ces Jeux prévus en 2023 devraient permettre de découvrir et de sélectionner les talents à accompagner pour créer des champions. Dans une interview exclusive accordée à Africa 24, Isidore Kwandia, directeur du comité national des Jeux de la francophonie, revient sur l'importance de ces Jeux. Qu'on puisse créer les Jeux de la RDC. Les Jeux de la RDC, parce que vous savez, la RDC, c'est un pays continent, avec 26 provinces. Avec les Jeux de la RDC, il y aura des compétitions au niveau des provinces. Ça va permettre aux jeunes Congolais d'aller visiter d'autres provinces. Et puis, la finale va avoir lieu à Kinshasa. L'objectif principal qu'on recherche aussi derrière ça, c'est de renforcer l'unité nationale et la cohésion dans un pays continent. Le projet des Jeux de la RDC vise le développement des disciplines sportives à la base sur toute l'étendue du territoire national. Et pour atteindre cet objectif, le pays qui accueillera les 9e Jeux de la francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 multiplie les investissements pour se doter d'infrastructures sportives conformes aux normes internationales. Alors, en acceptant les Jeux, c'était pour lui une opportunité d'investir dans les infrastructures sportives pour que ces infrastructures servent par la suite à la jeunesse congolaise.
Dans le cadre de la politique nationale sportive, les autorités congolaises ont adopté début 2022 le projet dénommé Objectif 2024, un résumé des actions gouvernementales à mener durant la période allant de 2022 à 2024 dans le secteur sportif. Cette feuille de route vise notamment à canaliser les efforts du gouvernement congolais dans 12 disciplines sportives afin de créer des champions à l'horizon 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.